Vous entendez des fantômes dans votre maison? Des voisins possédés? Des ovnis? Vous êtes sûr que c'est pas un problème d'isolation? Qui allez-vous appeler? Isolation Godin. Le multivers paranormal hanté et inexpliqué de Christian Page, une présentation d'Isolation Godin. Le multivers paranormal, hanté et inexpliqué de Christian Page. Oh mon Dieu, Martin! J'ai même pas d'enfants, puis j'ai peur que les miens me tuent. C'est effrayant, je veux pas les garder. À 16h25, tout nouveau livre de notre chroniqueur Christian Page. Et je vous le dis tout de suite, là, il a fallu que je le dépose une couple de fois. À ce point-là? C'est des enfants, hein? Le livre s'appelle « Quand les enfants tuent ». 30 affaires criminelles impensables, toutes enquêtées par notre invité Christian Page. Salut Christian. Salut. Oui, c'est bien que la petite musique comme ça d'ambiance, on entend quasiment le bruit de l'armoire qui s'ouvre, le couteau qui sort, tu sais. Non, mais sincèrement, écoute, oui. Après l'avoir lu, je me suis dit, je le fais-tu encore avec la petite intro parce qu'il n'y a rien de comique là-dedans. Et non, absolument. À la limite, tu sais, le tueur de l'occulte, je le déposais une fois de temps en temps, mais celui-là, j'ai pris des pauses, là. Oui, parce que tu as tout à fait raison. Ce qui est différent de cet ouvrage-là, c'est que d'abord, les assassins, ce sont tous des jeunes âgés entre, grosso modo, 9, 10 ans et 17 ans pour les plus âgés. Et ce sont des crimes, souvent les jeunes tuent d'autres jeunes. Hein? Les enfants tuent des enfants. Et très souvent, 9 fois sur 10, c'est le type de victime qu'on retrouve. Et quand j'ai écrit ça, je t'avouerai que moi-même, il y a quelques trucs que j'ai dû... parce que c'est une longue histoire que j'ai avec ces enfants assassins. Hein? C'est en même temps l'école buissonnière, mais c'est en même temps une longue histoire. Hein? Je te ramène un peu dans le contexte, puis je l'explique un peu en introduction du livre. On est au début des années 2000, à ce moment-là. On cherche il y a des diffuseurs à Montréal qui cherchent de nouveaux documentaires, pour le nommer Canal D, par exemple. Et moi, je travaille déjà avec Canal D pour la série Dossier Mystère, et on travaille également sur les tueurs de l'occulte, donc que tu as mentionné. Et à ce moment-là, un des directeurs de la chaîne me dit mais il va pas à la pêche, là. Il lance ça comme ça, il dit voilà, on a une série qui arrive un peu en fin de vie, ça serait bien de la remplacer par quelque chose de nouveau et d'inédit. Et à ce moment-là, moi je dis je dois t'avouer honnêtement là qu'avec le recul, je ne sais pas si c'était parce que j'avais été inspiré par l'actualité du moment, mais j'ai lancé comme ça pourquoi pas une série sur les enfants assassins, tu sais, ça s'est jamais fait. Et là, tout le monde dans le studio s'est arrêté et ils ont dit « Wow, quelle bonne idée! » Ouais, mais bonne idée, mais moi, encore faut-il savoir, y a-tu assez d'histoires d'enfants qui tuent? Voilà. Et moi, en même temps, quand on me dit ça, oui, c'est une quelle bonne idée. Mais là, je me suis un peu comme parachuté dans un univers qui n'est pas le mien. Moi, là, les gens me connaissent, ça fait presque 50 ans maintenant que je m'intéresse au paranormal, au surnaturel. Mais la criminalité juvénile, c'était pas ma tasse de thé, là. Mais évidemment, comme n'importe qui, moi, je suis né, là, je fais partie de les derniers bébés boomers. Hein. Je suis né au début des années 60. Et je sais que ça fait tout le temps un peu de l'âgisme quand on dit ça. Mais moi, je me rappelle quand j'allais à l'école primaire ou secondaire, cette violence-là, elle n'existait pas. Tu sais, dans mon temps, là, ça n'existait pas. C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait de la violence, mais on n'allait pas jusqu'au meurtre. Et généralement, quand il y avait de la chamaillade dans la cour d'école, ça s'arrêtait quand on quittait la cour d'école. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, ça devient des chambres d'écho. Les jeunes se retrouvent à la maison. On continue d'échanger sur l'animosité qui nous oppose à tel ou tel individu. Et tout ça se gonfle. Et éventuellement, on en arrive à commettre des crimes. Et c'est un phénomène qui est en croissance. Hein. Dans le livre, je donne les dernières statistiques du gouvernement fédéral. Et malheureusement, les crimes commis par des jeunes continuent d'augmenter année après année. Et à l'époque, donc, quand j'ai lancé cette idée-là, on me dit, OK, parfait, on fait ça. Mais comme tu dis, y a-t-il assez d'histoire et comment le faire? Parce que moi, je sais, c'est un peu mon dada. Je sais qu'on n'est pas obligé. Il y a des acteurs qui peuvent jouer n'importe
L'acteur joue un western un mardi, puis le lendemain, il va jouer un scientifique, puis il va en science-fiction. Et il y a d'autres acteurs qui, eux, ont besoin, tu sais, de se... Tu sais, s'il joue un gangster, là, ben il va aller côtoyer le monde interlope pendant 6 mois pour bien habiter son rôle. Des méthodes acteurs. Voilà. Et moi, j'ai cette tendance-là. Comme journaliste, je ne veux pas me lancer dans des sujets que je ne connaissais pas. Donc, à partir du moment où on a dit on va faire ça, ce truc-là, sur les enfants assassins, pendant presque 2 ans, je me suis offert un cours accéléré en pédopsychiatrie. Là. Donc, j'ai rencontré des spécialistes en scène de crime, des spécialistes en psychiatrie juvénile. On a essayé d'étudier les comportements des jeunes. Et là, je me suis lancé, et ça, c'est bien que tu l'aies mentionné, je suis très content. Les 30 histoires qu'on trouve là-dedans, c'est pas seulement des histoires que j'ai enquêtées, puis même enquêter est un bien grand mot, je suis pas un policier, mais c'est vrai que ce sont 30 histoires que j'ai documentées in situ, là. C'est-à-dire que me suis rendu sur les scènes de crime, j'ai rencontré les policiers, j'ai rencontré les avocats, les procureurs, j'ai eu accès aux documents policiers, aux dossiers judiciaires et dossiers policiers, j'ai eu accès aux notes des procès. Donc, ce sont des histoires que j'ai couvertes de A à Z. C'est pas simplement quelque chose que je suis allé chercher dans des coupures de presse ou sur les internets, là. C'est vraiment quelque chose que j'ai documenté. Et c'est vrai, tu mentionnais qu'à quelques reprises, tu avais dû déposer le livre, mais moi-même, quand j'ai eu accès à tout ce matériel-là, à quelques reprises, je dois t'avouer que j'ai eu un peu le moton dans la gorge, hein, parce que tu vois des trucs, tu te dis, wow, c'est assez choquant. Hein? Petite anecdote, par exemple. Il y a une histoire, si tu as lu le livre, tu vas savoir de laquelle je parle. C'est une fillette, on est sur l'île de Vancouver, sur l'île de Vancouver, et la fillette, elle est violée, assassinée et violée dans un champ derrière une école par un adolescent. Elle a 7 ou 8 ans à ce moment-là. Et quand j'ai rencontré les avocats, les procureurs, on me dit à ce moment-là que les négatifs des photographies avaient été envoyés pour le développement, donc j'allais recevoir, moi, un jeu de photographies. Mais entre-temps, le procureur me dit, pour les besoins de votre documentation, de vos reconstitutions, il me sort les photos. Il dit, voici les photos de la scène de crime. Puis il dit, vous pouvez les prendre puis les mettre sur un petit chevalet, là, puis les prendre en photo là, avec votre caméra. Oh boy. Mais le caméraman qui m'accompagnait, là, a refusé de le faire. Oh mon Dieu! Mon caméraman là, avait des enfants de cet âge-là, là, il avait un petit garçon de 5-6 ans. Là. Quand il a vu les photos, il dit non, moi je fais pas ça. Donc c'est moi qui ai pris la caméra puis qui a saisi chacune de ces images-là parce qu'il trouvait ça beaucoup trop horrible. J'ai terminé le livre cet avant-midi et moi, il y a même... Et ça, je pensais pas que ça allait m'arriver dans le livre, mais j'ai compati avec un des tueurs. Ah ouais? Il y en a un enfant, là, écoute, qui vit une situation dans sa famille épouvantable, que ça a juste aucun bon sens. Et à la fin de l'histoire, je me suis dit, sans dire que je trouve que c'est correct ce qu'il a fait, j'ai compris par où il a passé. Là. Cette histoire-là était assez prenante. Elle diffère des autres, là. Oui, c'est intéressant parce que quand j'ai fait ce livre-là, donc j'ai décidé, 15 ans après la série, j'ai dit, je vais revisiter mes enfants assassins pour voir si quelque chose a changé. Et malheureusement, non. Les statistiques montrent que ça continue d'être en progression. Mais quand j'ai documenté ces histoires-là, j'ai documenté le crime lui-même et j'ai voulu le raconter en détail au lecteur. Donc, avis aux âmes sensibles, il y a des détails qui sont assez sordides. Mais au-delà de m'intéresser essentiellement au crime, j'ai voulu m'intéresser aussi aux assassins. Qui sont-ils, là? Tu sais, je pense à cette histoire, tu l'as lu, qui est tout à fait horrifiante et que les gens probablement vont se rappeler. On est en février 1993. On se trouve à Bottle, qui est une banlieue de Liverpool. Et ce jour-là, Denise Bolger amène son petit garçon de 2 ans dans le centre commercial et c'est un peu le cauchemar de tous les parents. Hein. Elle s'arrête à un kiosque, elle discute avec le vendeur. Le temps de se retourner, son garçon a disparu. Alors là, évidemment, c'est la panique. On essaie de retrouver où est le garçon. Et en regardant les images des caméras de surveillance, on voit sur des images 2 garçons de 10 ans qui ont pris le jeune Bolger par la main et ils l'ont amené à l'extérieur. Sans entrer dans les détails sordides, ils l'ont amené sur une voie ferrée, l'ont battu et l'ont tué.
Et quand ces images-là, les images des caméras de surveillance montrant ces deux garçons de 10 ans entraînant par la main le petit James Bulger, évidemment, c'est quelque chose qui a choqué le monde entier. Et quand j'avais les photos entre les mains, et ça c'est une petite anecdote, j'ai remis, moi, après avoir fini le livre, j'ai remis l'ensemble du matériel photographique à mon éditeur, le laissant choisir les photos qu'il jugeait utile de présenter. Et il avait entre les mains les photos de la scène de crime de James Bulger. Et quand il a vu ces images-là, elles sont si choquantes qu'il a dit ça, je ne publierai pas ça par souci d'humanité. Donc, ça te montre à quel point il y a des scènes qui sont épouvantables. Et c'est vrai, ces petits garçons, ben, évidemment, on les voit, on se dit, c'est deux petites canailles de 10 ans qui entraînaient un petit garçon de 2 ans qui l'ont tué. Mais c'est bien de le mentionner aussi. Quelque part, souvent, ces assassins, ça n'excuse pas le crime. Hein, je le répète bien, ça n'excuse pas le crime. Mais ça nous aide parfois à comprendre que tous ces jeunes-là, en fait, 9 jeunes sur 10 qui ont commis ces crimes proviennent tous de familles complètement dysfonctionnelles où les abus verbaux, les abus physiques étaient littéralement quotidiens. Quelque part, la violence engendre la violence. Et ces jeunes-là n'ont eu d'autre choix que de réagir à la violence, à la moindre de leur frustration, puisque c'était la seule chose qu'ils connaissaient. Et éventuellement, ça entraîne des situations qui sont tout à fait déplorables, comme ces crimes, ces 30 affaires criminelles que je présente dans le livre. Mais je pense que ce qui est vraiment confrontant aussi, c'est de voir les faces de bout de chou de certains de ces enfants-là, puis tu te dis, ils ont commis un meurtre. C'est tellement étrange. Ah, tout à fait. Il y a une fillette dans le livre, 11 ans. Pour ceux qui ont lu le livre vont savoir de qui je parle. Elle s'appelle Mary Bell. Mm-hmm. Elle a assassiné 2 enfants dans son quartier. Ça se passe aussi en Angleterre. On se trouve à Newcastle upon Tyne. C'est dans l'est, dans l'est de l'Angleterre. Mm-hmm. Et elle avait 11 ans. Elle assassine 2 enfants. Et là, éventuellement, quand elle se retrouve devant le juge chargé de statuer sur cette affaire-là, il pose la question à Mary Bell, puis il lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et elle répond de sa petite voix enfantine, je voulais savoir si j'étranglais quelqu'un, s'il était pour mourir. Oh mon Dieu! Et tu te dis, mais là, c'est comme une aberration. Écoute, il y a des trucs. Et je ne veux pas rentrer dans les détails très sordides, là, mais justement, dans le cas de Mary Bell, comme le mentionnait Martin, on découvre, au moment où il y a eu le procès, on est en 1968, personne ne s'intéresse à l'enfant. On s'intéresse aux victimes, on s'intéresse aux crimes. Et même si l'avocat qui défendait Mary Bell a essayé d'évoquer, oui, mais c'est peut-être une enfant qui était troublée, on voulait rien entendre. Il a fallu des années pour comprendre que Mary Bell était une petite fille qui était complètement brisée. Hein? Sa mère était une prostituée et dès son plus jeune âge, en 2 ou 3 ans, elle est devenue le jouet sexuel des amants de sa mère. Écoute, il y a des trucs un peu troublants. Écoute, j'ai encore 1 minute pour te raconter écoute, moi, ça. je voulais te raconter aussi des histoires. Moi, les tortionnaires de l'Indiana, ça m'a fait frémir. Ah oui, ça c'est troublant. Mais il y a un cas où on a 2 fillettes, 2 adolescentes, qui assassinent une vieille dame pour voler sa voiture. Hein? Rêve, c'est le rêve de Thelma et Louise, là, on se sauve, on va vers d'autres cieux. Et quand on documente ces 2 enfants-là, le crime est impardonnable. Elles ont assassiné de manière sordide une vieille dame. Mais l'une des 2 fillettes, une dénommée Wolfe, elle dit, elle raconte, Shirley Wolfe, elle dit, j'ai été victime d'abus dans mon enfance et elle raconte un peu ce qui s'est passé. Son père l'utilisait comme jouet sexuel. Or, éventuellement, moi, je rencontre le père en question. Le nom est inoubliable, il s'appelle Lou Wolfe. Fait qu'on comprend qu'en français, difficile de l'oublier. Lou Wolfe, Bon. Fait que je rencontre le Lou Wolfe en question et essaie de t'imaginer la scène. Là. Il habite une maison mobile, pratiquement sur le bord d'un dépotoir. Tu sais, le genre de maison mobile que tu verrais dans le film, là, tu sais, La colline a des yeux. Le genre complètement délabré, avec le chien, le pitbull attaché avec la chaîne au bout de la roulotte. Là. Et là, on rentre dans la maison, moi et le caméraman. Et là, je sais ce que je vais dire est choquant pour les auditeurs, là. Mais je rentre dans la maison, le bonhomme en question est là, il m'attend. Il est vêtu d'un jean, il est torse nu et à la taille, il porte un revolver.
Hein? Vive les États-Unis. Wow. Et là, je m'assois et je commence à lui parler et je l'amène un peu sur le passé. Hein? Je dis, vous savez, vous avez vous-même été accusé d'inceste, vous avez été condamné à 2 ans, vous avez utilisé votre fille comme jouet sexuel. En fait, il l'habillait de manière aguichante dès l'âge de 3 ans. Hein? Puis là, il prenait des photographies puis tout ça. Puis bon. Alors, je lui pose la question comme ça, je lui dis, est-ce que le fait que éventuellement votre fille adolescente en est arrivée à tellement rêvé à un autre monde meilleur qu'elle en est venue assassiner une vieille dame pour voler sa voiture. Est-ce que quelque part, vous comme père, est-ce que vous vous sentez responsable un peu de ces comportements? Et crois-le ou non, et là je vais être cru, là, mais il m'a regardé droit dans les yeux, il me dit, pas du tout. Il dit, si je l'ai fourrée depuis l'âge de 3 ans, c'est parce qu'elle en redemandait, c'était une petite cochonne. Ben voyons donc. T'es assis au bout de la table, là. Moi, là, j'ai eu envie de me lever et d'y sacrer mon poing dans le visage. C'est clair, mais ça évidemment, on le fait pas. On ravale un peu notre salive. On dit, merci, Monsieur Wolfe, de cette très jolie entrevue. Et l'entrevue n'a pas été retenue. Quand est arrivé le moment du montage pour la série, on a décidé d'exclure l'entrevue avec ce ignoble Monsieur Wolfe. Évidemment, le crime n'est jamais excusable. Hein? Le crime, c'est monstrueux. Mais si on pousse un peu plus loin la curiosité, on voit souvent derrière ces jeunes des enfances un peu troublées, des enfances brisées. Peut-être en terminant, Christian, dans ces histoires-là, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu nous fais le suivi à la fin de que sont-ils devenus. Et il y a quand même des histoires, peut-être pas de rédemption, mais de gens qui ont peut-être réussi à s'en sortir et à se réhabiliter en quelque sorte. Ouais, en fait, on pourrait prendre un exemple, un bon et un mauvais exemple. Hein? Okay. La jeune Mary Bell, dont j'ai parlé tantôt, qui à 11 ans assassine deux gamins de son quartier, après avoir été incarcérée jusqu'à l'âge adulte, elle a été libérée et en fonction des lois britanniques, elle a pu changer d'identité et elle s'est fondue dans la masse. Et même si à l'époque, on avait considéré que Mary Bell était une psychopathe, ce qui avait été dit durant son procès, Mary Bell n'a jamais refait parler d'elle. Jamais, à aucune circonstance. Donc, on peut croire qu'elle était peut-être pas si psychopathe qu'on le croyait et que la réhabilitation était possible dans son cas. Dans le cas de nos 2 jeunes garçons de 10 ans qui ont assassiné le petit James Bulger sur la voie ferrée, l'un d'entre eux, Robert Thompson, aussi, comme c'était des enfants de 10 ans, ils ont été condamnés à une réclusion jusqu'à la majorité. À la majorité, ils ont bénéficié d'une autre identité. Et le jeune Robert Thompson, peu importe son identité, il s'est inséré dans la société. On n'a jamais réentendu parler de lui. Et apparemment, moi, quand j'ai fait les entrevues, j'ai parlé avec l'avocat qui l'avait suivi et il me disait qu'il va très, très bien. Tout ça est derrière lui. Puis bon, c'est une autre vie. Il a tourné la page. Mais le jeune John Venables, lui, c'était tout autre chose. Après avoir été libéré, il a changé d'identité, mais il a été arrêté dans des bagarres. Il a été arrêté pour trafic de drogue et éventuellement, tout récemment, il a été à nouveau arrêté et on a retrouvé plus de 2000 fichiers de pornographie infantile sur son ordinateur. Donc, visiblement, la rédemption n'est pas pour tous. Christian, c'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Il y a un tome 2 de Tueur de l'occulte que tu nous dis sur lequel tu travaillais. Est-ce que quand les enfants tuent, il y aurait encore du matériel pour un autre? Ah oui, écoute, j'en ai choisi 30, mais on en avait quelque chose comme 300 ou 400 quand on a fait la série. Et ça dort encore dans des boîtes, là. Christian, il va falloir que tu vives jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on ne pourra pas se passer de ça. J'essaie. J'espère que les gens vont je rappelle, là, c'est Quand les enfants tuent, c'est aux éditions Saint-Jean et c'est disponible depuis mercredi en librairie. Alors, j'espère que les gens sauront se le procurer. Christian, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut. Christian Page et son tout nouveau livre, Quand les enfants tuent. Cette chronique était une présentation d'Isolation Godin.